Le collectionneur Martin Bodmer eut pour le théâtre un intérêt prioritaire. Alors, ce qu'il en dit, je vais surtout m'inspirer du texte qu'il écrit à 48 ans, Eine Bibliothek der Weltliteratur, qui paraît d'abord en 1947, mais surtout en version bien connue en 1949. Alors, c'est une première synthèse de la part de ce collectionneur qui a commencé sa collection en 1915 et qui fait un retour théorique sur sa collection. C'est un ouvrage remarquable qui mériterait d'ailleurs et d'être traduit et d'être republié, où il s'exprime en particulier beaucoup sur le rôle du théâtre dans la structure de sa collection. Au vu des limites imparties à cette présentation, je considérerais surtout ces remarques sur le patrimoine théâtral qui a le plus de prix à ses yeux, c'est-à-dire celui qui va de l'époque d'Échille, naissance de la tragédie et de la comédie, mais pour Échille de la tragédie dans le théâtre des Dionysies à Athènes, jusqu'à Goethe et l'Aufklärung à Weimar, Goethe qui a été une boussole pour Martin Bodmer. En premier lieu, je m'attacherai donc au poids que revêt dans cet ouvrage la dette à l'égard de deux figures des Lumières qui inspirèrent Martin Bodmer, il le reconnaît bien volontiers, son aïeul et homonyme zurichois, Johann Jakob Bodmer, que vous voyez ici, et Goethe d'autre part. Alors, Johann Jakob Bodmer et Goethe, ce sont deux portraits qui sont à 10 mètres de là, dans le bureau de Martin Bodmer, toujours en place. Il a travaillé de 1951 jusqu'à 1971 sous le portrait, sous la boussole de ces deux personnages conjugués. Dès la préface de son livre, Une bibliothèque de la littérature du monde, il rend hommage à Johann Jakob Bodmer, auteur de pièces de théâtre, qui avait été au centre de la querelle sur le théâtre qui divisa l'Europe entre partisans de Shakespeare et partisans de Racine. Dans les années où Gottsched à Leipzig vénérait les règles du classicisme et traduisait l'Iphigénie de Racine comme le sommet du bon goût, Johann Jakob Bodmer préféra le génie de Shakespeare, où la puissance imaginative était libérée. Donc on ne saurait sous-estimer la force de cette querelle à une époque où la théorie de la translatio studii allait de soi, le bon goût était passé de la Grèce à la latinité romaine, puis à l'Italie, et puis le sommet du sommet, c'était Versailles, quand sous l'Académie, sous la réglementation des codes rhétoriques et poétologiques dans la France de Louis XIV, on a en quelque sorte épuré et atteint l'idéal de la littérature. Il fallait être solide, hein, alors qu'à une époque où tout ce qui était anglophone ou germanophone était jugé barbare et gothique, hein, gothique c'était l'épithète de disqualification, eh bien il fallait être solide pour dire, eh bien non, ce sont les Français à qui il manque les organes pour juger de façon correcte ce qui les dépasse, c'est-à-dire la beauté esthétique de la littérature germanophone et anglophone. Ce qu'ils jugent barbare et rugueux, ils le jugent tel parce qu'ils n'ont pas le goût préparé pour l'apprécier. Donc, Bodmer a été extrêmement important. Nous aurons une prochaine exposition sur Dante pour redécouvrir Dante, qui, bien qu'italien, était jugé
précisément également barbare et rugueux, en mettant le toscan plus haut que le latin, eh bien, c'est Bodmer, l'ancêtre de Martin Bodmer, qui impose au monde germanophone la fierté de dire nous avons un patrimoine, ça n'est pas du tout à disqualifier, que ce soit Shakespeare ou Milton, ou que ce soit le Nibelungen, c'est lui qui l'a redécouvert, ou les troubadours germanophones, les Minnesänger, c'est Bodmer qui les a redécouverts, ça vaut la peine de se pencher vers ce patrimoine qui a sa valeur propre. Alors, Bodmer a été surtout connu pour une traduction magistrale en allemand du Paradis perdu de Milton, qui était déjà un acte militant, partisan, pour réhabiliter ce grand poème épique chrétien qui rivalisait avec l'Arioste, avec le Tasse, avec les grands modèles de poésie épique chrétienne qui avait été produit en Italie. Alors, Gottsched à Leipzig, lui, a beaucoup compté dans le sens où il a milité pour qu'il y ait des règles pour purifier, épurer et tamiser, censurer la langue allemande, comme il y en avait eu à Versailles sous le bénéfice de l'Académie française. C'est l'occasion de rappeler qu'il n'y a jamais eu d'académie en Allemagne ou en Angleterre qui a légiféré sur la langue comme cela a été sous Richelieu à l'époque de Louis XIV. Alors, l'Aufklärung zurichoise, c'est un âge d'or, c'est la Früh Aufklärung, c'est le début du XVIIIe siècle, avant aussi que les Lumières ne se développent dans le reste de l'Europe. Cette Aufklärung zurichoise, dominée par cette figure de Bodmer, convertit les jeunes intellectuels de l'Europe, parmi eux le jeune Goethe. Goethe a fait plusieurs fois le pèlerinage en Suisse, en 1775, en 1779 et dernière fois en 1794. Et chaque fois, l'un de ses objectifs, c'était de venir voir le patriarche faire son pèlerinage auprès de Johann Jakob Bodmer. Johann Jakob Bodmer publia de la théorie à propos du théâtre. Son œuvre théorique sur le théâtre s'étend de 1728 à 1743. Il créa des drames héroïques. Il a été également auteur de théâtre, la pièce Brutus, Timoléon, Gracchus, et puis Guillaume Tell, entre 1768 et 1775. C'est tout de même amusant que celui que vénérait Goethe, en 1775, avait produit son Guillaume Tell, alors que Goethe, complètement converti au prix de la fable de Guillaume Tell, allait rentrer à Weimar, persuader son acolyte le plus doué, Schiller, d'écrire un Guillaume Tell magistral qui allait en retour être approprié par les Suisses. Alors c'est aussi l'occasion de dire que Johann Jakob Bodmer, qui, comme notre Rousseau de Genève avait pour prénom Jean-Jacques, eh bien, est à l'origine de la théorie du Festspiel, du jeu populaire, qui se passait donc de la séparation au théâtre entre acteurs et spectateurs. On faisait jouer la population, et peut-être que certains d'entre vous ont déjà vécu à Interlaken ce qui existe toujours, le Telspiele, où de façon incroyable, la Suisse s'est approprié le texte de Schiller. Schiller n'a jamais mis les pieds en Suisse, mais sous les récits
et la contagion de l'enthousiasme de Goethe rentré de Suisse à Weimar, Schiller a écrit le texte fondamental qui devient le texte national de la Suisse, la pièce Guillaume Tell, qui est jouée chaque année par des non-professionnels à Interlaken, un peu comme en Suisse romande, il y a de façon régulière la fête des vendanges sous l'impulsion de Jean-Jacques Rousseau, qui doit être jouée par des non-professionnels également. Eh bien, c'est ce Jean-Jacques Bodmer qui justifie la place des pièces de son aïeul dans sa bibliothèque de la Weltliteratur, et il justifie en particulier cette place dans un essai über den Begriff des Sammeln, autour du concept de collectionner, qu'il publiera plus tard en 1957. Il octroie une place centrale à l'œuvre de théâtre de son ancêtre. Alors que Zürich Zwinglien refusait le théâtre, qui était jugé comme un divertissement corrupteur, il y eut deux exceptions. Alors c'est assez amusant de penser qu'au même moment où Genève interdisait le théâtre, et on a parlé tout récemment, la semaine passée, avec Guillaume Chenevière et Martin Rueff, de la parution du volume G de l'encyclopédie en 1757, qui comportait l'article Genève et qui conseillait, profitons de cette virginité, de l'absence de théâtre à Genève pour créer un théâtre nouveau, et l'incroyable et virulente réaction de Jean-Jacques Rousseau qui dit Genevois, tenez bon, il ne faut pas qu'il y ait de théâtre corrupteur à Genève. Eh bien, il y avait les mêmes querelles à Zurich, sous l'influence de Zwingli, de même que des lois somptuaires avaient hérité du calvinisme, et donc il y eut deux exceptions à l'interdiction formelle de tout théâtre à Zurich. C'est Bodmer, Johann Jakob, qui prie Friedrich Neuber, alors qu'il était en train de révolutionner le théâtre allemand en Allemagne, de construire un théâtre à Zurich en 1751. Donc militantisme de Bodmer contre l'intelligentsia dominante qui ne voulait pas de théâtre au nom de la doctrine protestante, de faire un théâtre. Ça n'a pas connu le succès. Et puis, par contre, la troupe de Neuber a pu donner des représentations. Et puis ensuite, la troupe allemande de Konrad Ackermann bénéficia d'une autorisation extraordinaire à se produire entre 1757 et 1765. C'était une autorisation accordée de façon exceptionnelle aux réfugiés de la guerre de 7 ans. Donc il y a eu une exception, pendant 3-4 ans à Zurich, on pu voir cette troupe de Konrad Ackermann jouer du théâtre. C'est assez amusant, 1757, c'est précisément la parution du volume de l'encyclopédie à Genève, avec ses échos sur Genève, et notamment la réaction en 1758 de la lettre à d'Alembert sur les spectacles. Élève de Johann Jakob Bodmer, le peintre Fuseli, futur illustrateur de Shakespeare, raconte qu'il eut cette unique occasion. Il est né en 1751, donc il n'est que de 2 ans plus jeune que Goethe. Eh bien, à 9 ans, on l'a emmené voir une représentation de théâtre, alors que, s'exilant à Londres, il allait devenir le premier grand peintre illustrateur de Shakespeare. Vous voyez ici un tableau de Fuseli, il est là en rouge, excusez la photo, qui devait tenir compte de l'éclairage. C'est donc, on est au Kunsthaus de Zurich, vous avez le vieux Bodmer
qui est en train de raconter à son élève, le jeune Fuseli, tout dans sa redingote rouge, et entre eux, il y a le fantôme ici d'Homère. Eh bien, tout autant que d'Homère, Bodmer entretenait Fuseli de Shakespeare. Et voilà, par exemple, toujours au même Kunsthaus de Zurich, là j'ai eu plus de chance, les lampes étaient clémentes, c'est Falstaff, c'est une des nombreuses illustrations de Fuseli qui fait sa carrière à Londres, hein, à Zurich, il n'aurait pas pu. À son tour, Goethe, le jeune Goethe, âgé de 22 ans, alors qu'il est à Strasbourg en 1771, il rédige un vibrant hommage au théâtre de Shakespeare. Il réhabilite le puissant souffle gothique de Shakespeare comparé à la maigrichonne théorie classique de Corneille et de Racine. Je cite un passage du discours de Goethe. « La première page que j'ai lue du théâtre de William Shakespeare a fait de moi son esclave pour la vie. Et quand j'eus fini de lire le premier drame, je me tenais là comme un homme aveugle dès la naissance. J'ai réalisé et senti intensément que ma vie était infiniment élargie. » Donc, aux yeux de Shakespeare, comme de Bodmer, aux yeux, pardon, de Goethe, Shakespeare respire large. Là où insiste Goethe dans le même discours de 1771, Corneille et Racine, à cause de l'engoncement du corset des règles françaises, ont de la peine à enfiler ce qu'il appelle une armure trop lourde pour eux, c'est-à-dire l'héritage de la tragédie grecque ou de la tragédie de Sénèque des Romains. Shakespeare épouse le réel, là où Racine et Corneille doivent sans cesse penser au bon respect de règles qui les limitent et les étouffent. Donc, Martin Bodmer, le collectionneur, durant toute sa vie, fut sous l'inspiration croisée de Johann Jakob Bodmer et de Goethe, présents sous forme de portraits peints dans son bureau. C'est juste à côté, ici, à 10 mètres. Ces portraits sont toujours là. C'est l'occasion de saluer, c'est une de mes grandes satisfactions d'enseignant, cette thèse monumentale de Katja Fries, qui ne peut pas être avec nous ce soir, Poetische Palimpseste. C'est un livre, une thèse magistrale de 550 pages consacrée à Johann Jakob Bodmer, que j'ai eu l'honneur de diriger. Dans sa collection, Martin Bodmer accorde une place extraordinaire à Shakespeare et à Goethe. Il raconte dans Über den Begriff des Sammeln que le premier ouvrage qu'il acquit fut Der Sturm, vous en voyez ici une image, acheté alors qu'il avait 15 ans. Le fait qu'il s'agisse d'une traduction en allemand est significatif. Martin Bodmer considère la traduction non pas comme un affaiblissement, mais comme la meilleure herméneutique. Dans Eine Bibliothek der Weltliteratur, il partage l'avis de Goethe à propos du portrait littéraire de Schiller rédigé par l'auteur anglais Carlyle en 1830. C'est le point de vue décentré d'un Anglais sur un auteur de théâtre germanophone qui explique son exceptionnelle pénétration. Donc le meilleur ami de Goethe, Schiller, est mort de maladie des poumons en 1805. Il achève tout juste sa traduction en allemand de la Phèdre de Racine et il meurt. Et 15 ans après paraît une extraordinaire biographie pénétrante de Schiller de la part d'un Anglais. Et Goethe, quand il préface la traduction en allemand de cette biographie de Schiller en anglais, dit que c'est précisément parce que Carlyle était anglais
qu'il a pu, grâce à cette position décentrée, pénétrer si bien qui était Schiller, alors que quelqu'un de trop proche, baignant dans le même jus linguistique, n'aurait pas eu ce regard perspicace qui demande une certaine extériorité. C'est le point de vue décentré d'un Anglais sur un auteur de théâtre germanophone qui explique son exceptionnelle pénétration. Pour Goethe comme pour Martin Bodmer, les littératures nationales tirent bénéfice de tels décentrements féconds. Plaidant pour l'enrichissement mutuel des différents esprits des langues, Martin Bodmer donne comme exemple Voltaire, Goethe et Byron, tous les trois des auteurs de théâtre qui, en leur siècle, représentèrent tous les trois l'esprit de leur langue. Alors nous avons à l'image Der Sturm, traduction de La tempête de August Wilhelm Schlegel, 1818, qui est encore au moment où le jeune Bodmer achète le premier des 150 000 documents qu'il achètera, hein, c'est le numéro 1, et ce caractère matriciel, séminal, programmatique est extrêmement précieux à l'esprit de Martin Bodmer. C'est volontairement une traduction en allemand et un illustrateur d'origine française, Dulac. Voici la couverture de cet ouvrage dont vous avez l'original exposé en ce moment dans notre exposition. Alors, à propos de Voltaire, c'est une grande perspicacité de Goethe d'avoir vu qu'il n'était pas simplement le meilleur héritier de Racine et de Corneille, il avait été en quelque sorte dissident aussi par deux textes. D'une part, le Mahomet, se situant dans un Orient du Moyen-Âge. Bon, il y avait eu le précédent de Bajazet, de Racine, mais disons que c'était tout de même très original de personnifier le fanatisme sous une mise en théâtre de la vie du prophète Mahomet. Et là, on a l'une des plus grandes ironies de l'histoire littéraire de tous les temps. Mahomet, dans la pièce de Voltaire, est stigmatisé comme le fanatique parce que Voltaire ne veut pas retourner à la Bastille. Il sait que s'il va dénoncer frontalement le catholicisme, eh bien, il sera censuré et emprisonné. Donc, il va stigmatiser le fanatisme, mais gravement, sous la personne de Mahomet et du fanatisme de la religion de l'islam. Personne n'est dupe en France. Ce qui est assez piquant, c'est que Goethe est un admirateur inconditionnel de Mahomet. Il en fait un modèle du poète inspiré par un instinct de religiosité, et sa traduction est une adaptation qui lénifie en quelque sorte, qui rend laudative quelque chose qui était une dénonciation. Et là, on voit bien que Goethe aura raison dans sa théorie de la traduction. La traduction est une herméneutique, hein, une traduction est toujours une interprétation. Le Mahomet qui était contre Mahomet chez Voltaire devient un Mahomet tout à fait pro-Mahomet dans la traduction de la pièce qui paraît ici en 1802. Autre admiration de Goethe, le Tancrède. Il admire que Voltaire s'éloigne de Racine et de Corneille, obligé de prendre toujours des sujets antiques ou mythologiques. Au contraire, il admire Voltaire, donc Goethe, d'être allé en Angleterre. Hein, il est allé en Angleterre, il a admiré le goût anglais, et quand il revient, c'est parce qu'il a été au contact de Shakespeare qu'il ose faire une pièce sur une matière médiévale, ce qui n'était pas bien vu à Versailles. On sautait par-dessus les ténèbres du Moyen-Âge pour retrouver les lumières de l'Antiquité. Le Tancrède, ici, est la pièce que choisit de traduire
Goethe, qui lui aussi commencera par du théâtre. Goetz von Berlichingen et Egmont sont des pièces de théâtre qui ont une matière médiévale dans la succession admirative de Shakespeare. Autre exemple, la pièce Caïn de Byron hérite de l'intérêt miltonien que les Zurichois ont su reconnaître pour les sujets vétérotestamentaires. Impossible d'être germanophone sans ignorer l'événement majeur qu'avait été la traduction de Johann Jakob Bodmer du Paradis perdu de Milton. Or, Byron écrit un Caïn, et là aussi pour Goethe, ça sera un contemporain à admirer tellement il connaissait les langues des autres pays, les chefs-d'œuvre des autres pays, que ce soit de l'Italie, de l'Espagne ou de la France, par exemple. Et puis, le troisième que Martin Bodmer va élire comme un grand dans la succession des critères d'appréciation de Goethe, ce sera Goethe lui-même, incroyablement cosmopolite, traducteur infatigable dans toutes les langues, que ce soit celle de l'Antiquité ou celle de ses contemporains, et qui, lui aussi, crée une littérature très fortement germanophone, qui va s'imposer comme le plus grand poète germanophone de tous les temps, mais c'est basé sur une connaissance incroyable de la littérature étrangère aussi. C'est donc ce qui frappe Martin Bodmer dans Eine Bibliothek der Weltliteratur, c'est la puissance de ces créatifs de créer des types comme Othello. Ici, une image du premier quarto d'Othello dans la collection de Martin Bodmer, 1622. Il n'en reste plus que 17 exemplaires au monde. C'est donc, on est à 1 an de la parution du premier folio, et pour Martin Bodmer fait tout un développement sur le côté universel d'un côté de la jalousie, c'est la personnification de la jalousie que Othello, et d'autre part d'une pièce également tout à fait circonstanciée qu'il faut comprendre dans un contexte particulier. Bodmer souligne la part classique de son panthéon de littérature mondiale. Réécrire une pièce à partir de références anciennes rajeunit les chefs-d'œuvre et les maintient vivants. Une actualisation des thèmes immémoriaux est indispensable pour répondre à l'attente de chaque génération. Shakespeare fut inventeur original à une seule occasion, dit Martin Bodmer. Ce sont les peines d'amour perdues, Love's Labor Lost, tandis que, remarque Martin Bodmer, toutes ces autres pièces, plus géniales les unes que les autres, sont des transformations de matière antérieure, et on peut montrer les sources très précisément à propos de 36 pièces de théâtre. Martin Bodmer en parle rapidement. Il fut le grand auteur national recevant l'adhésion du peuple alors même qu'on ne connaît rien de l'homme. Grand paradoxe soulevé par Martin Bodmer dans son essai, l'œuvre de Shakespeare rencontre l'âme anglophone et anglaise. Tout le peuple va s'identifier à Shakespeare. Ça n'est pas une littérature pour élite. Il y aura une adhésion de toute une nation, de tout un peuple pour l'œuvre de Shakespeare, parce que Shakespeare est le miroir du réel. Et Bodmer souligne cet incroyable contraste qui est Shakespeare est à l'opposé de la fortune du théâtre de Goethe, alors que paradoxalement on ne connaît pas une miette de la vie de Shakespeare. Eh bien, on connaît le moindre détail de chaque journée de la vie de Goethe. Il n'y a pas
une ville d'Allemagne, vous n'avez pas dans chaque rue, ici a été Goethe, tel jour, etc. On sait au jour, le jour où il était, il y avait un vedettariat comme on n'a jamais vu autour de Goethe. Eh bien, en contraste, il y a un rapport manqué totalement avec l'adhésion de la nation. Martin Bodmer a le mérite de remarquer ce contraste. Shakespeare, dont on ne connaît rien de la vie de l'homme, eh bien, reflète l'esprit d'une nation. Goethe, qui est le grand homme connu de tous, manque son rapport le rapport de son théâtre à la volonté des Allemands. Et Martin Bodmer souligne, ces Allemands qui si récemment se sont rendus coupables des camps de concentration, il écrit en 1947, eh bien, ont complètement manqué là où Goethe voulait les attirer. Ça n'était pas leur valeur, et le mauvais chemin qu'ils ont pris les mène à tolérer les camps de concentration. Goethe s'est plaint lui-même que ces pièces à l'antique, édifiantes comme Iphigénie, ne rencontrèrent aucune faveur auprès du peuple, au contraire de ces best-sellers anticlassiques, ferments de romantisme. Je remercie Gérard d'Andiran de m'avoir donné l'occasion de développer ce qu'étaient ces valeurs morales dans Iphigénie, dans la revue dont tu t'occupes, à l'intention des médecins, une thérapie de la belle âme par contagion de sa hauteur morale. Eh bien, cette auteur de Iphigénie ne rencontre absolument pas le suffrage populaire. C'est un fiasco à Weimar. C'est aujourd'hui jugé comme le chef-d'œuvre du classicisme allemand, mais ça n'était pas du tout un succès populaire. Au contraire, Goethe se désole un peu que son Faust II, le drame philosophique, métaphysique, n'est pas du tout le succès du Faust I qui a inspiré tous les romantiques européens. Alors là, Martin Bodmer fait un très intéressant parallèle. On ne peut pas dire qu'un genre est supérieur à l'autre. On ne va pas dire que Sophocle, parce qu'il vient après Homère, est supérieur à Homère. L'épopée est première, le théâtre suit, et on sait qu'on a considéré qu'Échille et Sophocle adaptaient au genre des Dionysies la matière homérique ou mythologique. Eh bien, c'est l'inverse en Angleterre, remarque très finement Martin Bodmer. Milton vient après Shakespeare. On peut dire que Milton est nourri de Shakespeare, mais vient après. Et quand Milton écrit Le Paradis perdu, c'est le poème épique dont on peut dire qu'il n'est pas mieux, il n'est pas un progrès par rapport au théâtre de Shakespeare. Alors, pour avancer un peu, vous avez ici une autre image de cette rareté absolue qui est le premier quarto d'Othello, 1622, le portrait de Goethe par Kolbe, qui est ici à 10-15 mètres d'ici, qui était toujours au-dessus de Martin Bodmer pour guider l'œuvre de sa collection, et puis le Faust II, cette œuvre la plus ambitieuse de Goethe, qui a rencontré un fiasco. C'est absolument injouable, c'est beaucoup trop long, c'est beaucoup trop dispersé, au contraire du drame de Gretchen, de Méphistophélès et de Faust, du premier Faust, dont je vous montre une image, la postérité incroyable à l'opéra, et puis ici de la Croix dans la première traduction par le bernois Stapfer, qui sera bientôt évidemment remplacé par la traduction de Gérard de Nerval. À propos, quand Goethe est âgé, donc tout proche de la mort, il confie à Eckermann qu'il ne supporte plus de lire son propre Faust
sinon dans la traduction de Gérard de Nerval. Chaque fois qu'il lit le français de Gérard de Nerval, il dit « mais au fond, cette pièce est géniale », alors qu'elle lui tombe des mains quand il lit sa propre production en allemand. Alors, c'est l'occasion de dire que quand Martin Bodmer considère qu'une œuvre est géante, il collectionne le tout. On pourrait parler de la pièce de Marlowe, du théâtre élisabétain, Dr Faust, qui a précédé bien sûr Goethe. Ici, je donne un exemple d'une histoire prodigieuse et lamentable de Jean Faust, grand magicien avec son testament, et en tout petit, et sa vie épouvantable. Il fallait échapper à la censure. C'est ici quelqu'un qui a été lui-même condamné pour sorcellerie, Caillet, qui faisait en 1712 une vie de Faust, donc plus d'un demi-siècle avant que Goethe en fasse le grand mythe moderne. C'est dire qu'il y a on reviendra là-dessus dans la conclusion, une volonté de considérer de façon exhaustive de la part de Martin Bodmer un corpus. Il ne s'arrête pas seulement au Faust I et au Faust II, il prend tous les brouillons, on l'a vu, et également les sources. Donc il y a jusqu'à Mon Faust de son grand ami Paul Valéry. La littérature du monde épouse un mouvement de corona, couronne et de cercles concentriques s'élargissant en faisceaux du chef-d'œuvre familier jusqu'au plus éloigné. Et le premier voisinage, donc il est germanophone, on regarde dans le monde germanophone, puis francophone, puis anglophone et italianophone. C'est sur le tard que Martin Bodmer, suivant l'évolution dans la vie de Goethe, qui va se tourner beaucoup vers le Moyen-Orient, la poésie persane, arabe et musulmane, eh bien, également, Martin Bodmer va s'ouvrir à beaucoup plus large que l'Europe. Bodmer tient à collectionner le document écrit le plus ancien au plus près de l'acte de création, manuscrit, autographe, imprimé. Il y a toute la chaîne pour le Faust. Vous avez vu cette liasse magnifique de manuscrits autographes du Faust II. C'est un des trésors absolus de la bibliothèque bodmeriana. Eh bien, il a ensuite toutes les éditions et comportant également les illustrations. Alors, si on remonte un peu l'histoire du théâtre, donc la bodmeriana est riche de papyrus, de parchemins, d'incunables et d'imprimés. Alors rapidement, ici, un exemple du papyrus le plus célèbre, c'est Ménandre. Ménandre, c'est la seule pièce complète qui est survécue. C'est ce fameux papyrus découvert en Égypte en 1950 et 51. Ça va être une bombe culturelle que de savoir que Ménandre, dont on avait perdu toute trace, il n'y avait aucune pièce conservée de ce poète, de cet auteur de théâtre comique. Eh bien, voilà qu'on va trouver ce papyrus du IIIe siècle après Jésus-Christ, sauvant 3 pièces, une complète, le Dyskolos, le bourru, le misanthrope, et puis 2 non complètes, la Samienne et le bouclier, alors que Ménandre avait écrit au IVe siècle avant Jésus-Christ. C'est donc quelque chose de considérable que ce papyrus que vous voyez, qu'a étudié tout en particulier André Hurst à Genève, sans ce document-là, la pièce n'existerait pas. Jusqu'à 1952, et pendant 2000 ans, on a pensé qu'elle était perdue. Et grâce à ce document, redécouvert en 1952, il existe. C'est quelque chose d'extraordinaire. Passons au Moyen-Âge, manuscrit italien, ici des comédies de Plaute,
1480, donc l'imprimerie est déjà inventée, mais on continue à produire pour les destinataires nobles des manuscrits enluminés. Et donc c'est un magnifique parchemin qui contient 20 comédies et il a été produit à Rome. Pour Martin Bodmer, le miracle était à saluer d'une façon qui ne saurait être assez appuyée, le miracle des scriptoriums qui pendant tout le Moyen-Âge ont recopié et permis à ces textes vulnérables qui étaient périssables de traverser les siècles, en dépit du fait que, par exemple, ici, Plaute n'était pas du tout un auteur chrétien. Autre exemple, redécouverte à la fin du XVe siècle, d'Eschyle, et donc ici une pièce exceptionnelle, d'autant plus touchante que c'est la plus ancienne d'Eschyle, qui est le plus ancien des auteurs de la trilogie Échille, Sophocle et Euripide. Donc les Perses, un manuscrit, le Codex Bodmer numéro 3, de l'extrême fin du XVe siècle. C'est une pièce tout à fait étonnante. C'est avec la prise de Constantinople et l'exode de beaucoup de Grecs que arrivent des parchemins, des papyrus dont on n'avait aucune idée, et après l'éclipse du Moyen-Âge, on va redécouvrir une littérature qui était jugée perdue, ce qui vaut bien ce terme de renaissance que l'on attribue à cette époque. Ici, le Codex Bodmer 64, une copie manuscrite en grec, toujours du XVe siècle, des Phéniciennes d'Euripide. Là aussi, alors que le grec, il n'y avait plus de compétence à lire le grec pendant si longtemps, Aristote, on le lisait en latin, eh bien, on redécouvre le grec, on recopie ces manuscrits inouïs qui arrivent soit de l'actuelle Turquie, soit de l'actuelle Grèce. On les traduit en latin, mais on les recopie aussi, et très vite, on va se mettre à les publier. Alors c'est intéressant que le commentaire qui accompagne cette copie manuscrite en grec des Phéniciennes d'Euripide fait tout un développement, un parallèle avec l'Oedipe-Roi de Sophocle. On a déjà la naissance ici de la critique littéraire. Ici, des tragédies de Sénèque. C'est un manuscrit très très important que Florence Dupont, qui a fait l'essai sur la tragédie grecque, Masque et tragédie grecque dans le catalogue de Masque et théâtre, Florence Dupont a étudié en particulier ce manuscrit qui présente les tragédies de Sénèque avec, et vous en voyez un exemple, des initiales historiées, c'est-à-dire une scène qui illustre la scène à chaque fois. Et puis Terence, les comédies, alors ça c'est assez étonnant parce qu'on est très loin de l'invention de l'imprimerie. Donc Terence, comme Sénèque, est un auteur qui a traversé tout le Moyen-Âge. Sénèque, plus que tous les autres, on jouait les tragédies de Sénèque, 400 manuscrits en Europe survivent qui contiennent les tragédies de Sénèque. Eh bien, Terence était joué comme auteur comique durant tout le Moyen-Âge. Là, un extraordinaire document du XIe siècle. Imaginez-vous, Hugues Capet vient d'être nommé roi et de remplacer les Carolingiens, mais disons qu'on est tout près du haut Moyen-Âge. Donc, je vous ai montré ici quelques parchemins du Moyen-Âge écrits à la main. Évidemment, Martin Bodmer collectionne toute la chaîne. Il y a également un certain nombre d'incunables. Alors, voici un premier incunable, c'est l'œuvre d'Euripide, alors qu'on ne connaît que 4 ou 5 pièces, 1494. C'est la première fois qu'on sait imprimer, faire, c'est une prouesse d'artisanat incroyable, des caractères grecs en plomb,
mobile, alors que, par exemple, les artisans du Nord, comme Gutenberg, n'y sont jamais parvenus. Eh bien, quelques années plus tard, va sortir la magnifique et magistrale édition de Alde Manuccio à Venise. Et figurez-vous que dans cet intervalle entre 1494 et 1503, on est passé de 4 pièces d'Euripide à 16 pièces d'Euripide. Donc ici, il y a ici, de 14 pièces d'Euripide. C'est l'impression Aldine Princeps. C'est la première fois, Venise 1503, qu'on imprime l'œuvre complète d'Euripide telle qu'on la connaît à peu près à ce jour. Je vous rappelle que la postérité de la pièce du Dyscolos de Ménandre est absolument passionnante à suivre, puisque Terence et Plaute se sont inspirés de lui, et que Molière, pour son Misanthrope, s'inspire de Terence et de Plaute, alors que Terence et Plaute, les prologues existaient, nous avons tout piqué à notre ancêtre Ménandre, mais les pièces de Ménandre n'existaient pas. Même chose ici pour Euripide, ce magnifique exemplaire d'Euripide. Imaginez-vous qu'il y avait Iphigénie à Tauride et Iphigénie à Aulis, et que la très grande rivalité que vont se jouer à distance chronologique, Racine pour Versailles, qui donne le sommet de la tragédie, Iphigénie à Aulis, aura pour pendant le sommet de la tragédie du classicisme de Weimar, 1802, Iphigénie en Tauride. Eh bien, Goethe est en émulation avec Racine, mais les deux se ressourcent à Euripide. C'est donc cette solidarité qui frappe Martin Bodmer et qui justifie totalement sa théorie de la Weltliteratur. Alors vous avez ici l'équivalent de cette édition d'Euripide d'Alde Manuccio que nous venons de voir, 1503. C'est un tout petit peu plus tôt l'édition de l'œuvre complète de Sophocle, ici ouvert sur Antigone, mais nous l'avons également sur l'Oedipe roi dans l'exposition qui est à voir en ce moment. Donc 2 pièces majeures étaient publiées et disponibles dans un volume des œuvres complètes pour la première fois. C'était un extraordinaire exploit de miniaturisation que de réussir cet ouvrage qui n'est pas un folio ni un quarto, mais un in octavo, et précisément de faire petit était une performance particulièrement difficile. Donc nous avons dans Goethe et la France, qui était une exposition temporaire il y a quelques années, montré cette entreprise de traduction de tout Racine en allemand par Gottsched, et parallèlement Goethe qui revient aux sources d'Euripide et grâce à ses textes et à sa connaissance philologique va retrouver des valeurs qui lui permettent de sauter par-dessus ce modèle adoré comme insurpassable par Gottsched. Il va retourner ad fontes, aux sources et aux textes d'Euripide. Alors vous avez ici un exemple de traduction comme Bodmer l'a aimé et comme Goethe l'a aimé. C'est la première traduction du théâtre de Sophocle par Martin Opitz. C'est donc de 1636 ici, et c'est quelque chose qui a été pionnier, qui a ouvert une voie. On pouvait traduire les textes en grec autrement qu'en latin, mais ce qui est très amusant à étudier, c'est la contamination de cette traduction de Opitz par les valeurs chrétiennes. Antigone devient une sorte de sainte martyre, son sacrifice
est christianisé et les valeurs propres, les termes de l'éthos proprement grec antique et païen ne sont pas comprises par Opitz qui se sent obligé d'infléchir les choses du côté de la pensée chrétienne. Alors, nous avons ici un texte de la tragédie de Hamlet de 1676. Pourquoi je le mets? Il est tardif, hein, il est plus tard que les Folios. C'est pour dire que nous l'avons échappé belle, sachant que Dryden et Davenport, deux poètes de la fin du XVIIe siècle, ont été chargés de réécrire en anglais expurgé, censuré, raccourci, les pièces barbares et gothiques de Shakespeare. Donc nous avons ici, l'époque des Stuarts n'est plus la même que celle des Tudors, une censure qui fait que Shakespeare n'est sortable, n'est jouable sur scène qu'à condition d'avoir été complètement traficoté, corseté, castré, un peu à la façon dont Goethe dira plus tard que Racine et Corneille n'ont pas le souffle de Shakespeare ou des grands Grecs de l'Antiquité à cause des règles qui les enserrent. Eh bien, ça a été le cas pour le pauvre Shakespeare. Et quand je dis que nous l'avons échappé belle, c'est que grâce au second XIXe siècle, on a eu le bon goût de redécouvrir, sous le soi-disant gothisme barbare de Shakespeare, des qualités propres qui l'emportaient sur cette pièce édulcorée de 1676, qui pendant près de 250 ans a été la seule version connue du public anglais. Même chose pour The Tempest, ici 1670, nous avons là aussi Dryden et Davenport qui ont complètement raccourci, clarifié, rationalisé cette pièce ébouriffée. On a simplifié le vocabulaire, on a tamisé, et il y a quelque chose qui se joue qui est du même ordre que ce qui se passe de façon contemporaine dans la littérature française à l'époque de Versailles. Voici un in-folio, donc la collection de Martin Bodmer est inégalable, elle est inouïe. Voilà ce qui s'est passé. Il a réussi, après d'âpres négociations, d'acheter d'un seul bloc la collection d'Abraham Rosenbach de Philadelphie, et il y avait les 4 folios. Il y avait 26 quartos, donc les pièces isolées, et ça a été un retour triomphal en Europe, la première fois dans l'histoire qu'un patrimoine européen faisait le trajet du retour. Le Time Magazine du 24 mars 1952 a titré « Goodbye Shakespeare » et la fille du président Truman est venue accompagner de ses larmes le départ de l'avion en disant, en tout cas c'est le mot qu'on lui prête, « Guillaume Tell a battu Rockefeller ». Et donc, cette collection est ici, c'est la plus importante en dehors de l'Angleterre, du Royaume-Uni et des États-Unis, et c'est le premier résultat extraordinaire du Bodmer Lab, cette unité conjointe entre la Fondation Bodmer et l'Université de Genève. C'est le corpus de Shakespeare qui a été étudié et qui a donné lieu à la fois à une numérisation totale et exhaustive et à un mode d'emploi qui est l'explication des contours de cette collection extraordinaire. Alors, je vais beaucoup plus vite. Donc, la première édition de La Tempête dans le folio de 1623, ces folios sont incroyablement rares. Le premier portrait de Shakespeare, probablement qu'il ne ressemblait pas à ça, 1623, on est ici 7 ans après sa mort.
c'est la première fois qu'on représente Shakespeare. Eh bien, un mot sur la richesse du patrimoine, par exemple en Espagne, la Celestina de Ferdinand de Roya, Tolède 1500, nous avons le seul exemplaire de l'édition Princeps qui est survécu. Elle a été montrée dans l'exposition des jardins et des livres. Je salue Florence Bodmer, une des inspiratrices de cette exposition. Eh bien, c'était un ouvrage marquant, peut-être une des seules pièces de théâtre qu'on a montrées, à part des Tchekhov, qui montrait que le jardin ne se regardait que vu du balcon. Il était exclu de perdre son temps à s'immerger dans un jardin. Il fallait le voir comme une œuvre de perspective à partir du haut du palais. Eh bien, la Celestina, qui a donc eu une immense influence, c'est le seul exemplaire de l'édition Princeps qui est ici dans la collection. On pourrait parler également de beaucoup d'autres pièces, mais je vous montre ici un manuscrit autographe qui est quand même d'une très grande rareté. C'est l'Historia de Barlan et Josephat de 1641 de Lope de Vega, qui est une matière orientale christianisée par ce très grand auteur dramatique du siècle d'or espagnol. On pourrait également s'attarder sur l'œuvre de Calderon qui est ici. Alors, on doit mentionner les frères Schlegel, extrêmement importants. Vous avez vu que le premier livre jamais acheté par Martin Bodmer est une traduction d'August Wilhelm Schlegel. Eh bien, August Wilhelm Schlegel, en 1798, a créé la revue Athénéum, où il réhabilite complètement des auteurs jugés infréquentables, gothiques, barbares, grossiers, qui étaient Dante, Shakespeare, Cervantes, Calderon et Camoens. C'est ce qu'on appelle le cercle de Iéna. Vous savez que August Wilhelm Schlegel a été un très très proche, c'est peu de le dire, de Madame de Staël et du groupe de Coppet. Alors, on peut parler de l'admiration de Goethe pour Versailles, qui va revenir. On voyait sa virulence en 1771, tout jeune Goethe, faisant ses études à Strasbourg, qui défend Shakespeare, et il faut polariser le débat. Donc pas de quartier pour Versailles, au contraire, il va plus tard, Goethe, réhabiliter les œuvres de Corneille et de Racine, les faire traduire en allemand. On a parlé de Schiller qui meurt en traduisant la Phèdre de Racine, et lorsqu'il est ministre à Weimar, Goethe va changer de point de vue et devenir admiratif de la tragédie française. Alors, Bodmer a collectionné les premières éditions de toutes les pièces de Corneille. Ici, vous avez l'Illusion comique, la toute première édition, mais également, nous pouvons rappeler précisément à cause du rôle que joue la traduction à Weimar, admirée par Goethe, qu'au moment où Schiller traduit la Phèdre de Racine, eh bien, il vient de terminer son Wilhelm Tell. Et il y a ici une sorte de retour, puisqu'il le fait. C'est assez saisissant de penser à ce double attelage. D'un côté, il écrit sous l'inspiration du voyage de Goethe en Suisse, Wilhelm Tell, et de l'autre côté, il traduit la Phèdre de Racine, la plus classique des pièces. Voilà un autographe conservé par Martin Bodmer de la traduction par Schiller de la Phèdre de Racine à quelques mois de sa mort, alors qu'il est complètement attaqué au poumon. Et c'est un autographe que Martin Bodmer a racheté à Stefan Zweig, qui est exposé en ce moment à la Fondation Jan Michalski à Montricher. Première édition du Médecin malgré lui de Molière, donc immense admiration de Martin Bodmer pour l'œuvre de Molière, qui sait se rire de ce qui au fond le fait pleurer, dit-il.
Alors ça, c'est assez saisissant, le contraste par rapport à Rousseau. Nous avons eu il y a 2 semaines un exposé sur ce plaidoyer de Rousseau, notamment contre la comédie. Alors, Rousseau ne pardonne pas à Molière de s'être ri d'un Alceste qui aurait mérité d'être héroïsé. Eh bien, Bodmer dit autre chose. Il dit il sait que tel ou tel héros mériterait d'être héroïsé, mais il est tellement triste de voir que le monde ne sait pas le voir comme ça, et de façon géniale, il tourne les choses lui-même en comédie. Première édition du Médecin malgré lui avec les illustrations ici. Première édition d'une des très grandes réussites éditoriales de la première moitié du XVIIIe siècle, donc un ouvrage de luxe, les 6 volumes de l'édition pro des œuvres complètes de Molière, entièrement illustrées par Boucher. Tout ça est dans l'exposition qui est à voir en ce moment. Alors ici, à propos de ces auteurs, donc je vous disais, Martin Bodmer essaye toujours d'avoir des manuscrits autographes, la première édition illustrée, et de suivre la postérité éditoriale, que ce soit en bibliophilie ou dans les traductions. Alors ici, une autre rareté, voilà que Martin Bodmer a acquis la rhétorique d'Aristote, ça n'est pas rien, l'exemplaire personnel de Jean Racine. Jean Racine annote la rhétorique d'Aristote. Dieu sait s'il est un des maîtres de l'art qui respecte les règles de Versailles. Eh bien, ça voulait dire d'avoir complètement intégré la rhétorique d'Aristote, notamment à côté de Cicéron et de la rhétorique à Irénius, etc., et d'autres traités importants. Là, nous avons l'exemplaire personnel de Racine qui retournait sans cesse à son Aristote pour être sûr d'être en ordre avec les règles. Alors, un chef-d'œuvre inégalable de la collection de Martin Bodmer est peut-être ce sommet des Lumières germanophones, qui est la pièce Nathan le Sage de Lessing. Nous avons ici le seul manuscrit autographe qui existe au monde de Nathan le Sage. C'est une pièce extraordinaire parce qu'elle essaye de promouvoir la cohabitation heureuse entre les 3 monothéismes abrahamiques, le judaïsme, le christianisme et l'islam. Et donc le modèle du sage tolérant, c'est Moses Mendelssohn, et c'est lui, Moses Mendelssohn, qui a inspiré ce personnage du juif éclairé, Nathan le Sage, qui, ayant pourtant la plus vieille de ces 3 religions monothéistes, est totalement tolérant pour comprendre qu'il y a du bien à prendre des 2 suivantes, le christianisme et l'islam. Eh bien, Moses Mendelssohn reçoit de Lessing cette copie. C'est donc incroyable le pédigré de ce document, de penser qu'il a été longtemps propriété de la famille Mendelssohn. Et lors de notre voyage en Allemagne, je me tourne vers nos amis de la Fondation Martin Bodmer. Nous avons été sur les traces de Goethe, nous avons visité le très beau musée du petit-fils de Moses Mendelssohn, Félix Mendelssohn, qui fut lui aussi donc un très très grand artiste. Moses Mendelssohn et Félix Mendelssohn ont été la cible absolument privilégiée du nazisme. Leur œuvre a été complètement interdite, brûlée, etc. Donc c'est là aussi quelque chose qui a un prix tout à fait particulier. C'est dire que la conception éclairée de la Weltliteratur, que ce soit chez Goethe, puis chez Bodmer, a toujours été
parfaitement incompatible avec le nazisme. Il n'y a pas un mot chez Goethe sur une possible supériorité de la race aryenne. Il y a chez Bodmer cette volonté de la corona. C'est en faisant chorus de toutes les littératures qu'on peut, parce que toutes ont approché la vérité inatteignable par essence d'une façon particulière, c'est en faisant le chorus de toutes ces pièces de théâtre de tous les temps et de tous les pays qu'on peut approcher de quelque chose comme la vérité. Alors, pour dire que, pour dépasser un tout petit peu le cadre chronologique que je me suis fixé, terminons sur deux exemples un peu hors sujet. On est ici dans les années 1830, le manuscrit autographe de On ne badine pas avec l'amour de Alfred de Musset, et puis le manuscrit, mais très différent, celui-là était un brouillon dans toute la fougue de la création, celui-ci est une mise en propre de Georg Büchner, c'est donc Léonce et Léna, et nous avons ici un document poignant puisque Georg Büchner est mort si jeune. Alors, c'est l'occasion de dire que Martin Bodmer partage totalement avec Stefan Zweig la conviction que la matérialité des feuillets manuscrits autographes a un charme qui ne peut être remplacé par une édition imprimée. Aux yeux de Bodmer, qui suit ici des considérations de Zweig, on renoue miraculeusement avec une image du créateur. Il y a donc une prise très très au sérieux des secrets de la graphologie. On a un accès presque magique à l'intériorité d'un écrivain quand on est comme derrière son épaule au moment de l'acte de création. C'est d'autant plus fort pour le théâtre, puisqu'on sait que le théâtre est un art vivant, mais sans le texte et les tirades qui constituent les personnages, il n'y aura pas cet art vivant, et donc les acteurs vont être tributaires de l'existence d'un texte. Or, ça fascine Martin Bodmer, comme ça a fasciné Stefan Zweig quelques années avant lui, d'être en quelque sorte spectateur de la création de la pièce de théâtre, qui ensuite sera jouée comme s'il s'agissait d'un second réel. Alors voilà, je terminerai par la fantastique obstination de Martin Bodmer avec cet exemple que je veux souligner. On en a parlé trop rapidement, mais le but ici n'était pas de s'étendre, qu'il a réuni 600 versions du Faust de Goethe, des éditions en allemand pour la moitié, mais 40 langues différentes pour le Faust de Goethe, qui est donc une pièce de théâtre, 83 Faust en français, redevable à 30 traducteurs différents, 66 Faust en anglais, redevable à 43 traducteurs différents, etc., etc. C'est un des clusters du Bodmer Lab. Cluster, excusez-nous les connotations aussi peu sympathiques que celles du masque de nos jours, mais disons, c'est un périmètre d'étude de Christophe Imperiali, qui a été ici le commissaire scientifique de l'exposition Wagner. Eh bien, il est préparé, il est tout prêt de sortir un livre en même temps que le corpus numérisé de tous ces Faustes collectionnés par Martin Bodmer. Donc pour conclure, cette collection est unique au monde, elle se base sur le postulat d'une solidarité secrète entre toutes les œuvres des différentes époques, des différentes nations. Ce n'est pas la langue de création originelle qui a un monopole, les traductions sont des fermentations, des fécondations heureuses. Il s'agit de collectionner l'ensemble des pièces de théâtre de la Weltliteratur dans l'éventail des traductions. Et encore une fois, c'est en réunissant le chorus du tout que l'on peut espérer atteindre à quelque chose comme
l'âme humaine ou le secret de la nature humaine. Martin Bodmer reprend cette idée fondamentale à Faust, une pièce de théâtre, donc la fin du Faust 2, le Chorus Mysticus. Il la prend également dans une autre pièce de théâtre, le premier ouvrage qu'il a jamais acheté de sa vie, La Tempête, l'une des dernières pièces de théâtre jamais écrites par Shakespeare, hein, tout à la fin de sa vie, avec une valeur testamentaire peut-être. Eh bien, c'est la seule pièce de théâtre de Shakespeare qui accorde une telle place à la bibliothèque, hein, Prosperos Books. Et là aussi, Martin Bodmer veut réitérer à la fois la bibliothèque de Prospero et celle de Faust d'une certaine façon. Je vous remercie.